Voilà, merci beaucoup. Et maintenant, eh bien, je vais présenter Céline Schmitt. Céline, alors je ne vois pas Céline. Ah, voilà, bonjour Céline. Et merci d'être là parce que je commençais à me dire, mais je vais devoir animer toute la journée toute seule. Je vais pas pouvoir le faire. J'ai besoin de Céline, j'ai besoin de Céline. Donc, tu es là avec les invités pour la table ronde précédente. Alors, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, tu es la responsable des relations extérieures et porte-parole du HCR en France. Et c'est à toi que revient l'honneur d'accueillir nos invités pour cette table ronde sur la résilience. Et moi, je vais pouvoir me mettre un peu en retrait. Donc, à toi la parole, Céline. Merci beaucoup Geneviève, et j'étais là et j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt la première table ronde. Donc la journée s'annonce très riche en discussions et je suis très heureuse. Nous allons effectivement passer maintenant à la seconde table ronde. Au revoir aux intervenants précédents, je vois qu'ils sont en train de Simon, quitter. Et bonjour aux intervenants de la nouvelle table ronde. Je vois qu'il nous Simon ou Nour? manque Thomas et Angèle. Angèle, on t'entend. Parfait. Et je crois qu'il nous manque Thomas. Donc, on va attendre 2 minutes que Thomas... Il est là, il est là. Il est là. C'est Oui, parfait. oui, je le vois. Il n'y a pas de D'accord. souci, il est Eh là. bien, c'est très bien. Merci Geneviève. Donc, bienvenue à tous pour cette deuxième discussion de la journée sur un thème qui est important pour nous aussi, qui est important aussi pour les personnes réfugiées en France, parce que nous travaillons en fait en réseau avec des bénévoles réfugiés, près de 80, à s'engager à nos côtés. Et en construisant cette journée, on les a consultés aussi sur quels sont les thèmes qui sont importants pour eux. Qu'est-ce qu'ils aimeraient discuter pendant cette journée? Et donc, le thème principal qu'ils ont souhaité discuter aujourd'hui, c'est ce thème de la résilience. On entend beaucoup parler de résilience. Au HCR aussi, on parle de résilience. Qu'est-ce que c'est pour nous? Pour nous, au HCR, la résilience, c'est en fait la capacité de chacun à prévenir, mais aussi à absorber les chocs, à s'en remettre et à être capable de se projeter à nouveau sur le long terme. On l'envisage dans la perspective du développement durable, de la paix, de la sécurité, de la réalisation des droits humains. Mais la résilience a un sens très personnel pour chacun d'entre nous. Et donc, j'aimerais pouvoir commencer cette table ronde pour en discuter avec nos différents intervenants que je vais vous présenter maintenant. Donc, nous avons aujourd'hui avec nous Thomas Hologo, qui est bénévole, membre du conseil d'administration à l'ARDIS, et qui est bénévole aussi auprès du HCR et qui a soutenu la réponse face à l'épidémie de Covid. Donc, bonjour Thomas, bonjour et bienvenue avec nous. Nous Bonjour avons Céline, merci. Suzanne Adlo, qui est formatrice au SAMA, qui est le service d'accompagnement migrants Auvergne, et qui elle aussi est bénévole auprès du HCR et qui a contribué au travail qui a été fait en réponse à la pandémie du Covid. Bonjour Suzanne. Bonjour Céline, bonjour à tout le monde. Angèle Archimbaud est avec nous aussi. Angèle est secrétaire générale de la DIR, la délégation interministérielle à l'accueil et à l'intégration des réfugiés. Bonjour et bienvenue Angèle. Nous avons également avec nous 2 autres participants encore, le panel est riche. Nous avons Marie-Caroline Saglio, qui est anthropologue et psychologue. Bonjour Marie-Caroline. Bonjour. Et enfin, nous avons Omar Guerrero, qui est psychologue, qui travaille aussi au Centre Primo Levi. Bonjour Omar. Bonjour. Bonjour à tous. Donc, j'aimerais vous proposer justement de commencer cette table ronde en vous demandant, pour vous, que signifie ce mot résilience et quelle est la place que vous lui accordez aujourd'hui. Donc, si tu veux bien, Thomas, je te pose la question à toi tout d'abord. Qu'est-ce que signifie pour toi ce mot résilience et pourquoi est-il important aujourd'hui? Pour moi, résilience, c'est être en mesure de vivre en fait les épreuves de la vie, de les dépasser à pouvoir renaître. Ça, pour moi, c'est ça la résilience.
Et la place qu'elle a pour moi, c'est un marqueur d'espoir. Parce que quand tu sais tout ce que tu as subi dans un environnement, dans un pays, et, et puis tu arrives à les surpasser, tu te dis, ben ouais, aujourd'hui, j'ai traversé le plus difficile. Maintenant, pour moi, il est temps de passer à autre chose. Tu as juste envie de réussir, quel que soit l'endroit. Merci beaucoup, Thomas. Effectivement, merci beaucoup pour ta vision de ce mot résilience. Et je sais que c'est quelque chose qui te tient beaucoup à cœur dans ton parcours, dans ton engagement auprès de l'ARDIS, mais aussi dans ton engagement dans la situation actuelle en réponse à cette crise sanitaire mondiale. Donc, merci pour ça. Et toi, Suzanne, si je peux te poser la même question, que signifie la résilience pour toi aujourd'hui? Et est-ce que dans le contexte actuel, tu as réfléchi justement à cette résilience? Est-ce que il y a des impacts actuellement avec cette crise sanitaire? Donc pour voilà, le mot résilience, tout d'abord, en fait, elle voulait dire surtout en fait dans cette période et aujourd'hui, donc de garder la patience, le courage et surtout de ne pas sombrer dans le désespoir. Et dans ce sens-là, en fait, si l'on parle des personnes réfugiées, ce sont des personnes qui sont entraînées du fait des expériences douloureuses qu'elles ont pu vivre dans leur pays. Et après aussi, puis de leur expérience de l'exil, en fait, à conserver, du coup, enfin justement, leur patience, à conserver leur courage et donc à faire preuve, mieux que peut-être d'autres personnes, en fait, de résilience. Et donc, en fait, cet entraînement face à l'anxiété enfin, créée par des situations, des moments difficiles de leur vie dans le passé avant voilà, de trouver la sécurité, a pu en fait permettre à faire face en fait à la crise sanitaire actuelle. Et aujourd'hui, si je veux dire en fait, c'est-à-dire la place que je peux, enfin qu'on pourrait lui accorder, pour moi en ce qui concerne les réfugiés et surtout dans l'objectif de lutter contre toute forme d'isolement et d'éloignement en fait et de repli sur soi, il est essentiel d'empêcher, à mon avis, en fait, de voir des formes d'isolement social se cristallisent et se rajoutent à des formes déjà existantes et résultant en fait de l'expérience de l'exil. Et donc, pour moi, en fait, la résilience peut aujourd'hui se traduire dans la lutte contre toute forme d'éloignement et d'isolement, en fait, que ce soit de la part des réfugiés envers la société d'accueil ou l'inverse de la part de la société d'accueil envers les réfugiés. Et donc après, tout se passe par en fait le savoir vivre, le vouloir vivre ensemble, en fait, voilà, et de toujours être solidaire avec les autres. Merci beaucoup, Suzanne. Et effectivement, tu évoques la situation actuelle qui est un défi additionnel pour les personnes qui ont déjà dû fuir des conflits, des traumatismes. Et effectivement, ce besoin en fait d'être inclus pour pouvoir se reconstruire et d'être tous ensemble, et ce besoin de solidarité, on y reviendra tout à l'heure de façon plus détaillée au cours de notre discussion. Mais merci pour ces premières réflexions sur ce que veut dire la résilience pour toi. Je voudrais maintenant poser la même question aux différents intervenants. On est un panel varié aujourd'hui. On a également donc Angèle de la DIER, c'est-à-dire les autorités. On a des psychologues, anthropologues. Donc, je trouve ça intéressant d'avoir le point de vue de différentes personnes sur ce terme qui est beaucoup utilisé justement aujourd'hui. Donc, je voudrais maintenant te poser cette même question, Angèle. Pour toi, que signifie ce mot résilience? Alors, tu sais, pour moi, la résilience, c'est, j'avoue que je me réfère de toute façon à ce qu'on connaît et de ce que nous a dit Boris Cyrulnik, qui est un peu le spécialiste de la question, et qui parle de résilience en lien avec des traumatismes qu'on aurait vécus, sachant qu'un traumatisme, ce n'est pas une épreuve. Un traumatisme, ça dépend des gens, c'est un choc psychologique ou physique, qui, selon son parcours de vie et ce qu'on a connu, peut se changer en traumatisme et qui bloque complètement le cerveau et la capacité de réagir et qui met dans un état en fait proche d'une certaine mort psychique.
Et donc, la question qui se pose pour un certain nombre de réfugiés, mais qui ne sont pas tous traumatisés, hein, il ne faut pas généraliser du tout. Mais pour ceux qui auraient vécu des traumatismes, en tout cas qui l'auraient vécu comme tel, puisqu'ils ont vécu pour la plupart soit des épreuves extrêmement difficiles, soit la crainte de le vivre. C'est comment on reprend en fait un développement normal, comment on reprend un développement qui nous permet de vivre le mieux possible. Et la question qui se pose par rapport à la résilience, c'est surtout quels sont les leviers pour reprendre un processus et pouvoir vivre sa vie à peu près normalement. Donc, on en reparlera après, mais l'objectif, c'est que tous ensemble, les réfugiés, nous, les personnes qui les accompagnent, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour qu'un processus de résilience puisse se remettre en œuvre quand ils viennent en France et qu'ils ont besoin surtout d'être accompagnés, d'avoir de l'affection et de pouvoir parler, donner du sens à ce qu'ils ont pu vivre. Voilà, pour moi, c'est ça la résilience. Après, on emploie beaucoup dans les sens communs. On parle de la résilience de notre société aujourd'hui après le Covid. Voilà, mais c'est encore un autre terme qui est passé un peu dans le langage courant. Merci beaucoup, Angèle. Et effectivement, on reviendra aussi sur le rôle de la DIER, les actions que vous avez menées, et là encore, les actions que vous avez menées au cours des derniers mois, dernières semaines, pour aller un petit peu plus en détail sur comment on travaille tous ensemble, comment on travaille avec les réfugiés, comment on travaille à la reconstruction. Donc, je reviendrai vers toi tout à l'heure. Je pose maintenant cette question sur la signification de la résilience à Marie-Caroline. Donc, pour vous, Marie-Caroline, que signifie ce mot résilience? Vous êtes psychologue, vous êtes anthropologue. Donc, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Angèle l'a bien défini. Je vais effectivement parler de ma place de psychologue avec des personnes exilées en situation qui ont vécu des grandes violences à l'hôpital, et puis aussi en tant que prof menant des programmes avec des exilés et avec des étudiants qui ont fait preuve de grande résilience, par exemple pendant le Covid. Pour moi, la résilience, c'est retrouver l'acteur, c'est retrouver ses capacités d'acteur. Autrement dit, sortir finalement de la violence, d'une violence qui se répète lorsqu'on a vécu des traumatismes, et puis sortir aussi de la victimisation, qui est un processus dans lequel certaines personnes sont enfermées. Donc, pour moi, c'est cette capacité de retrouver sa manière de se projeter dans un futur grâce à l'action. C'est vraiment retrouver cet acteur à travers tout ce qui a pu le rendre passif, autrement dit, une extrême violence, et puis la victimisation sociale. Merci beaucoup, Marie-Caroline. Et on reviendra plus en détail sur ces points tout à l'heure aussi, mais merci beaucoup pour cette vision que vous avez effectivement en tant que psychologue, mais aussi en tant que votre engagement en tant que professeur, votre engagement à développer des projets aussi avec les réfugiés. Vous avez notamment développé aussi des projets sur la médiation culturelle, sur l'interprétariat qui est crucial, et crucial aussi justement en lien avec cette question de la résilience. Donc, on reviendra aussi peut-être sur ces points tout à l'heure. Et maintenant, je voudrais vous poser la même question, Omar, qui est le 5e membre de ce panel aujourd'hui. Donc, vous êtes psychologue, vous travaillez également au Centre Primo Levi. Donc, pour vous, que signifie ce mot résilience ? Alors, c'est un mot, merci encore pour votre invitation, et je suis très content de partager ce panel avec vous, les autres. Je dirais que c'est un mot que je n'utilise pas forcément au quotidien, hein, la résilience, mais cela ne m'empêche pas de travailler avec, ou même en le nommant autrement, d'aller un peu dans le sens de ce que disait Marie-Caroline. J'interviens à mon cabinet où l'expérience au Centre Primo Levi auprès justement de réfugiés m'a permis plutôt de situer ce terme qui vient de la physique, non pas du côté justement de cette ressource qui pourrait être mécanique ou médicale, mais du côté de la parole, c'est-à-dire une ressource que nous pouvons activer.
plus ou moins chez certaines personnes. Et donc, je disais que j'irais un peu dans le sens de ce que disait Marie-Caroline avec ce mot acteur, auquel je n'avais pas pensé parce que j'étais parti dans une autre direction, mais qui me convient tout à fait. C'est-à-dire, pour moi, et un peu de ce que disait Suzanne aussi, si j'ai bien compris, pour moi, c'est une question cruciale pour des personnes qui ont été traumatisées. Et effectivement, le traumatisme n'est pas quelque chose de généralisable. On ne peut pas dire qu'il y a eu un événement qui a traumatisé toute une population de la même manière. C'est quelque chose qui touche l'intime. C'est quelque chose de très personnel. Et donc, c'est la capacité, je dirais, de se reconstruire et surtout de revenir dans un jeu social, de retrouver une place parmi nous, une place donc éminemment sociale. Et cette place, elle est donnée par la parole, par le terme qu'on utilise pour nommer l'autre. Et ça, on le retrouve dans toutes les sociétés. On a tous des paroles pas très sympathiques pour nommer certains autres, pour exclure, pour établir une dissymétrie. Et donc, il y a quelque chose d'important pour moi. Après, peut-être qu'on aura l'occasion, enfin tout à l'heure, dans quelques minutes, de parler aussi de ce que j'appelle une temporalité, par exemple, du soin. Et donc, voilà, pour moi, c'est cette capacité de se réapproprier d'un événement qui a pu être traumatique et se réapproprier justement en redevenant auteur, pour le dire comme disait Marie-Caroline, en faisant ce qu'on pourrait appeler aussi une réécriture d'un événement, une écriture, une réécriture justement dont je suis l'auteur. C'est une façon de se réapproprier d'un événement, parfois se réapproprier du corps ou d'une temporalité qui m'a été dérobée. Voilà, je le dirais comme ça pour l'instant. Merci beaucoup, Omar. Et je vois que vous rejoignez sur justement ce que veut dire la résilience, ce qu'il y a derrière ce mot et ce qu'il est important de faire. Qu'est-ce qu'il est important effectivement de faire pour se reconstruire, pour donner cette capacité aux personnes réfugiées, aux personnes qui ont fui la guerre, qui ont fui des conflits, de se reconstruire, de revenir des acteurs et des auteurs dans la société qui les accueille et pour construire leur avenir. Et donc, j'aimerais qu'on discute de façon un petit peu plus concrète sur qu'est-ce qui peut être fait justement pour permettre aux personnes de se reconstruire, pour permettre aux personnes de devenir à nouveau des acteurs. Et là, je voudrais commencer par toi, Thomas, et te poser une question par rapport à ça, parce que tu as un engagement très concret auprès de personnes réfugiées, demandeurs d'asile, tu les conseilles, tu les aides, tu as vu aussi quelle était la situation pendant l'épidémie du Covid, tu t'es engagé, tu as voulu t'engager aussi auprès de nous. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler de cet engagement, de ce que tu fais et quels sont les conseils que tu donnes justement pour faire face encore à cette période difficile du Covid, mais justement pour aider les personnes à se reconstruire? Thomas, je pense que ton micro est éteint. D'accord. Parfait. C'est bon? Ok. Ok. Ouais. Alors, comme je disais, pour moi, c'était l'opportunité justement de, 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 de redonner ce que moi, on m'a donné. Parce que je suis arrivé en France, j'étais complètement détruit, mais j'ai trouvé des personnes qui m'ont accueilli, qui m'ont accompagné. Et aujourd'hui, je suis en paix avec moi-même. Je suis libre et épanoui. Alors, pour moi, c'était important de redonner, voilà, aux personnes vulnérables, aux autres réfugiés, aux autres demandeurs d'asile. Ce même accompagnement que j'ai reçu, de leur transmettre, de les aider aussi à pouvoir retrouver la paix, à pouvoir s'épanouir dans le pays, la France, qui les accueille. Donc, on a eu le Covid, justement, c'était pour moi une continuité dans l'engagement de pouvoir justement être là pour eux, ne pas me dire, bah oui, c'est une étape, c'est une période très difficile, on a tous peur, on va tous se cacher, on va tous rester chez nous,
mais il fallait dépasser ça, puisque ayant connu plus le pire, je, j'ai dit non, je vais continuer. Donc, j'étais là pour ces personnes et je continue à être là. Et on a plusieurs personnes qui étaient comme moi, d'autres réfugiés qui étaient engagés, tout simplement parce que ils veulent redonner l'affection, comme Angèle l'a dit, l'affection que les personnes qui les ont accueillis leur ont donnée. Donc, pour eux, c'était dire, on ne va pas rester chez nous. Vraiment, aujourd'hui, on est tranquille. Aujourd'hui, on a un toit. Aujourd'hui, on peut faire ci, on peut faire ça. Chose qu'on ne pouvait pas. Et nous sommes dans une période critique. Moi, je veux aider. Moi, je veux aller donner à manger à ceux qui ne peuvent pas sortir aux personnes dans les EHPAD. Moi, je veux participer à la confection des masques. Moi, je veux, parce que pour eux, c'était important justement de montrer au pays qui les accueille que non, on n'est pas là juste pour recevoir ce que vous nous donnez, on n'est pas là pour profiter du système social, mais non, on veut être des acteurs aussi, on veut être engagés, on veut participer parce que le pays qui nous accueille aujourd'hui, il est le nôtre. Et si il va mal, nous aussi, on va mal. Donc, pour moi, c'était très important justement d'être engagé dans la réponse au Covid et ça continue. Voilà, c'est très important pour moi. Merci beaucoup, Thomas. Et effectivement, comme tu le dis, ce qui était important, c'était d'être tous ensemble, de voir que c'est ensemble en fait qu'on pouvait apporter une réponse, qu'on était interconnectés. Et dans les échanges qu'on a eus dans notre travail avec des bénévoles, je me souviens d'une chose forte qu'on m'a dit par une bénévole qui m'a dit « c'est la première fois que je me sens comme tout le monde ». Tout le monde est dans la même situation. Et cette envie, justement, de répondre ensemble à la situation, et tu le disais, le rôle que tout le monde peut jouer, à la fois les médecins, les infirmiers, dans le domaine de l'agriculture. Et donc, effectivement, je crois que c'est extrêmement important de rappeler ça. Et je pense, pour approfondir ce point, Suzanne, je voulais aussi te poser quelques questions par rapport à ça, en fait. Et tu es très engagée, toi aussi, dans le cadre du service d'accompagnement migrants Auvergne. Tu es aussi une bénévole, en fait, dans le groupe de travail pour répondre à l'épidémie du Covid. Qu'est-ce qui t'a décidé, toi, à te mobiliser ? Et que penses-tu justement que les personnes réfugiées peuvent apporter à leur société d'accueil pendant cette crise? Donc, je rejoins tout à fait en fait ce que Thomas vient de dire. En fait, la volonté d'aider les personnes qui ont vécu des périodes difficiles, en fait, comme nous, en fait, voilà, des expériences de quitter leur pays, etc. Et donc, il était important tout de suite pour moi de ne pas baisser les bras et de rester dans mon coin, à attendre que cela se termine. Donc, suite à l'appel du HCR pour en fait rejoindre les groupes de travail, et vu l'importance de leur action autour du partage d'informations, donc je voulais continuer, je souhaitais m'engager pendant la période et suivre, en fait, surtout pour moi, c'était suivre en particulier tout ce qui est en fait initiative de solidarité pour pouvoir les relayer en fait à mon tour autour de moi, à mon réseau, que ce soit personnel ou professionnel. Donc apporter d'une forme ou d'une autre en fait un petit soutien à des personnes autour de moi, pour moi en fait nécessitait des engagements de ma part dans la vie active, dans la vie sociale en fait et associative, etc., pour pouvoir donc acquérir des connaissances, des compétences, et que je sois en fait capable de les mobiliser auprès des personnes vulnérables et des personnes qui en auraient besoin. Ça, c'est pour la première question. Pour la deuxième, en fait, donc dans cette voie, je pense que voilà, c'est-à-dire notre rôle est important quand on a les moyens, quand on n'a pas les blocages de la langue, etc., qu'on s'engage de plus en plus en fait dans cette vie, dans notre société en France, pour pouvoir à notre tour en fait apporter notre soutien à nos compatriotes, à des personnes qu'on accompagne dans les lieux où on travaille, etc. Et enfin, par ailleurs, en fait, tout ce qui a été en fait aussi
par rapport à l'intégration ou à la réponse des réfugiés, beaucoup de réfugiés, notamment en fait, syriens, pour répondre à la crise, en fait, notamment dans le milieu médical. Ça a été en fait pour moi très, très appréciable, et des personnes comme ça en fait qui se manifestent pour dire qu'on peut apporter notre aide, nous aussi, on peut faire quelque chose. Et enfin, au niveau, par exemple, je sais au niveau local, il y a beaucoup de personnes qui se sont manifestées auprès de leur association pour dire qu'on peut fabriquer avec vous, participer à la fabrication des masques, etc., du gel hydroalcoolique, voilà, des petites initiatives de par-ci par-là pour tous qu'on soit voilà, solidaires et répondre ensemble à cette période. Merci beaucoup, Suzanne. J'ai noté 2 points pour continuer la discussion. Alors, tout d'abord, effectivement, tu as mentionné l'engagement des réfugiés qui étaient des professionnels de santé pour répondre à la crise. Et effectivement, là aussi, nous avons eu, nous aussi, beaucoup d'appels, en fait, de médecins, d'infirmiers, d'aides-soignants réfugiés qui souhaitaient vraiment apporter en fait leur expertise pour aider le personnel soignant français, aider leurs hôtes à répondre à la crise avec des capacités pour les faire. Et ce qu'on nous a dit aussi beaucoup dans les coups de fil qu'on a reçus, c'est on a vécu justement des traumatismes, on a vécu la guerre, on sait ce que c'est de travailler dans un environnement avec du stress et de la pression, et on peut apporter ça aussi comme expertise. Donc, on pourra continuer à réfléchir aussi, si vous voulez, dans notre discussion, et aussi avec Marie-Caroline et Omar par rapport à ce point aussi. Mais l'autre point que tu as mentionné aussi, c'est le partage de la bonne information. Parce qu'effectivement, le partage de la bonne information sur les droits, mais aussi dans une épidémie, comment se protéger est crucial aussi pour aider les personnes à faire face et à se reconstruire. Et pour ça, justement, Angèle, je voudrais te donner la parole. La DIER travaille beaucoup sur cette question, justement, de partage de l'information. Vous êtes beaucoup engagés dans la réponse à la pandémie. Donc, la question plus générale, c'est quel est le rôle en fait de la DIER dans l'accompagnement des vulnérabilités, et peut-être avec une question plus particulière, comment vous vous êtes mobilisés et engagés dans cette crise sanitaire, et justement dans le partage de la bonne information? Oui, Céline, bah, écoute, on s'est engagé. C'est vrai que nous, on a un rôle un peu d'animation et de coordination déjà d'une stratégie nationale d'accueil et d'intégration des réfugiés. Donc, je mets un peu le chapeau parce qu'effectivement, les réfugiés ont des vulnérabilités particulières quand ils arrivent en France. Il ne faut pas généraliser, hein. Chaque personne a son parcours, il n'y a aucune généralisation, mais malgré tout, on retrouve des vulnérabilités particulières qui sont notamment quand on arrive, les traumatismes ou les épreuves qu'on a pu vivre et qu'il faut pouvoir vivre avec, la découverte d'un pays qu'on ne connaît pas, la non-maîtrise de la langue française. Sûrement, Omar nous parlera peut-être justement du récit aussi et du fait de pouvoir parler. Donc, la non-maîtrise de la langue française est quand même extrêmement compliquée. Le fait qu'on n'a pas forcément de lien social, que parfois on peut être isolé, et notamment pendant cette crise du confinement, ce qui nous est beaucoup remonté des réfugiés et du terrain qui nous ont sollicités, c'était pour les personnes évidemment qui le vivaient difficilement, et c'était les personnes isolées et pour lesquelles c'était extrêmement difficile, puisque si on parle de processus de résilience, et ce qu'a redit Thomas, on a besoin d'être entouré et de ne pas être seul, et du coup ça rajoute de la pression à parfois des parcours qui sont un peu difficiles. Donc nous, notre stratégie, c'est vraiment avec tous les acteurs de terrain, parce qu'il y a énormément, et ça foisonne, la France est très accueillante. Il suffit de se déplacer sur les territoires, le nombre d'initiatives des citoyens, des réfugiés eux-mêmes, des acteurs associatifs, des élus locaux sont innombrables, mais c'est donner un peu de la cohérence et du coup donner de l'information, comme tu disais, aux réfugiés, et surtout donner de l'information traduite et accessible. Parce que au départ, quand on arrive, si on ne maîtrise pas la langue française, il faut bien qu'il y ait tout un parcours. On va en parler à une table ronde dans l'après-midi sur l'apprentissage du français, mais au départ, on a bien besoin d'avoir des informations et qu'elles soient traduites dans notre langue pour pouvoir comprendre ce qui se passe autour de soi. Et donc, nous, avec la plateforme collaborative réfugiés.info, on donne de l'information traduite et accessible
dans une dizaine de langues pour que les réfugiés, pendant cette période de confinement, puissent savoir ce qui se passe, avoir des consignes, et puis aussi donner des informations et des ressources sur comment bien vivre le confinement, puisqu'on a aussi besoin de liens, de culture, d'échanges, et que quand on se retrouve coincé chez soi, on a besoin d'avoir accès du coup au numérique. Et alors là, on s'est aperçu que le numérique, on le savait déjà, mais parce que ça concerne aussi toutes les personnes vulnérables, mais là, ça a été renforcé, c'est-à-dire que c'est bien le numérique, mais il faut avoir le matériel, il faut avoir de la connexion. Et puis, comme nous tous, ça, c'est pas propre aux réfugiés, il faut qu'on soit ou formé ou accompagné ou comprendre comment tout cela marche. D'ailleurs, j'ai eu du mal à me connecter à la table ronde au début. Voilà, on est tous un peu concernés. Donc, c'est un vrai problème. Donc, du coup, nous, ce qu'on essaye de faire à l'ADIR, c'est tout ce qu'on fait, c'est de le faire avec les personnes concernées, bien évidemment. Et ce qui nous est remonté, c'est qu'il fallait qu'on s'attelle de manière beaucoup plus forte sur justement une stratégie de lutte contre la fracture numérique. Et on en reparlera à une table ronde aussi cet après-midi. Donc, ce qui compte vraiment par rapport à tout ça, c'est de faire avec les réfugiés, de ne pas plaquer des solutions toutes faites, de partir aussi du principe, c'est la journée mondiale du réfugié, mais c'est en fait, il y a autant d'histoires de réfugiés, donc éviter les généralités et puis partir de leurs ressources, de leurs richesses, de tout ce qu'ils nous apportent, parce qu'il y en a qui ont besoin d'être accompagnés et puis il y en a qui nous accompagnent déjà parce que ce sont des citoyens à part entière à partir du moment où ils sont avec nous et on fait société avec eux. Et des fois, je pense qu'ils réparent autant les gens qui les accueillent que nous, on peut les réparer en étant avec eux. C'est un cercle, c'est pas l'un vis-à-vis de l'autre, c'est un cercle. Voilà. Merci beaucoup, Angèle. Et effectivement, merci. C'est extrêmement important. Effectivement, tu l'as mentionné, en fait, que ce travail doit être fait ensemble. Et effectivement, la DIR s'engage justement pour promouvoir aussi, promouvoir non, mais réaliser, en fait. Mettre en œuvre cet autre concept dont on peut parler beaucoup, qui est la participation des réfugiés. Et on l'a vu, effectivement, dans la situation actuelle, que c'est important. C'est important parce que justement aussi, ce sont des contacts, ce sont des relations humaines qui sont importantes, qui étaient importantes pendant la période de confinement. Et justement, trouver des solutions pour maintenir ce contact avec toutes les difficultés que le numérique et la connectivité peuvent montrer. Et donc, pour l'annoncer à nos auditeurs, pour ceux que ça intéresse, effectivement, il y aura une table ronde spécifique sur la connectivité et le numérique cet après-midi, avec des experts dans ce domaine-là, avec des personnes qui se sont engagées. Et donc, quelque chose effectivement d'extrêmement important et extrêmement important pour nous aussi au HCR. On a une réflexion par rapport à ça aussi, parce qu'on a vu qu'effectivement, la majorité de la communication pendant la crise et apporter la bonne information est passée par le numérique. Et donc, voilà, la question de la connectivité est vraiment une question à discuter. Je voudrais passer maintenant à vous, Omar. Je change l'ordre des deux dernières personnes par rapport au premier tour de table pour que vous nous apportiez en fait votre point de vue de psychologue. Parce que ce qui est riche aujourd'hui, c'est qu'on a point de vue d'experts différents. Et donc, je voudrais vous demander en fait votre point de vue de psychologue. Comment on fait en fait pour se remettre d'une crise qu'on a vécue et comment on fait en fait pour reconstruire une nouvelle vie quand on arrive en France. Donc, si vous voulez bien répondre à ces questions-là. Comment on fait pour reconstruire une nouvelle vie? Ce n'est pas une mince affaire. Effectivement. Donc, ma question est peut-être très ambitieuse. Mais apportez-nous, oui, votre point de vue de psychologue qui est important pour nous aussi aujourd'hui. Il faut l'être ambitieux. Et en tant que psychanalyste, justement, j'invite mes patients à être ambitieux, à ne pas se contenter, à ne pas restreindre leurs envies ou leurs projets ou à rester dans un repli. Mais au contraire, je pense qu'il faut se lancer dans une reconstruction d'une vie. Quelquefois, j'ai des patients, et pas seulement des patients qui ont vécu des situations traumatiques, mais à mon cabinet aussi, qui me disent
Mais après ce que j'ai vécu, ma vie est fichue, je ne peux plus rejouer, hein, pour le dire comme ça. Je me suis déjà marié avec telle personne, ou la situation avec mon chef ou avec ma sœur, elle est comme ça, on ne peut rien faire. Et c'est une sorte de pacte que nous pouvons renégocier à n'importe quel moment. Même si on l'a accordé ce pacte à 10 heures du matin et qu'il est midi et qu'on se dit mince, en fait, je me suis fait avoir, je n'ai pas envie de ça, et ben, c'est renégociable. Et donc, pour le dire très vite, et pour être un peu schématique, parce que l'important c'est qu'on soit aussi audible, hein, et quelle que soit notre place, j'ai été très touché par justement la façon de présenter cette table ronde et cette journée. C'est très important que chacun puisse apporter. Chaque petit geste compte dans ce sens-là. Ce n'est pas seulement les psychologues, psychanalystes, médecins ou travailleurs sociaux. Nous avons tous un rôle, hein. Nous sommes tous dans ce même bateau, hein. Et donc, pour moi, c'est très important que, en tant que bénévole, en tant que, je sais pas, secrétaire, chargé d'accueil d'un lieu, enfin, à tous les niveaux, hein, on peut avoir un geste, une parole, justement, qui contribue à ce tissage, à ce retissage d'un lien. Et donc, je disais, pour être schématique, peut-être que je pourrais dire qu'il y a 2 temps qui me paraissent importants pour tout ce qui concerne les soins des personnes qui ont vécu des violences ou des situations traumatiques. Il y a un premier temps que j'appellerais de reconnaissance, c'est-à-dire justement d'aller dans ce sens de la confiance, de recevoir, d'accueillir ce que la personne vient nous raconter, nous témoigner. C'est cette confiance qui permet justement que ce récit, comme on le disait tout à l'heure, on était plusieurs à parler justement de récit, puisse se construire, s'établir, se présenter, s'adresser quelque part. On est des témoins, hein. C'est d'ailleurs l'une des raisons d'appeler le centre Primo Levi, pour faire honneur justement au rôle de ce grand témoin qu'a été Primo Levi, hein, par rapport au camp de concentration, etc. Et donc, ce premier temps de reconnaissance, c'est-à-dire, je ne vais pas forcément questionner, mettre en doute, je reçois et je reconnais que cette personne qui s'adresse à moi a vécu quelque chose qui l'a déstabilisé, qui a désordonné son fil conducteur de son histoire. Et c'est un premier socle sur lequel on va pouvoir passer un deuxième temps que j'appellerais de responsabilité. Alors, souvent, c'est l'une des caricatures qu'on utilise pour critiquer, pour reprocher à la psychanalyse de rendre chacun responsable de ce qui lui arrive. Il ne faut pas en faire une caricature. On est responsable, mais ça ne veut pas dire que ma patiente qui a été violée par des soldats qui venaient chercher son mari, son frère, au Congo, en Turquie, en Tchétchénie, dans malheureusement, beaucoup de contextes tendus. On ne peut pas dire qu'il y était pour quelque chose, ou qu'il était habillé de telle ou telle manière. Ça peut rejoindre d'autres sujets actuels, mais je reste sur celui-ci. C'est pas de ce côté-là. Il y a une notion chez les Grecs qui est très intéressante, c'est la tuké, hein, qui veut dire une rencontre, la mauvaise rencontre en général. C'est-à-dire, voilà, on était au mauvais endroit au mauvais moment, et donc il y a un événement qui fait rupture. Il y a des patients qui me disent, voilà, c'était le désordre dans la ville, je courais, et puis voilà, c'est arrivé. Et donc, je dirais, pour terminer, la responsabilité n'est pas par rapport à ce moment-là, j'étais habillé comme ça, ou je me suis réveillé trop tard, c'est de ma faute. Non, une responsabilité par rapport au présent. C'est-à-dire, ça rejoint ce qu'on disait aussi de l'auteur tout à l'heure, ou de la réécriture. C'est là que j'ai une responsabilité. C'est-à-dire, comment je vais au présent
me rendre responsable. Et je suis très touché par des patients qui ont obtenu le statut de réfugié politique, par exemple, et qui viennent me dire, je vais pouvoir enfin travailler et payer des impôts et être comme vous. Euh, c'est rare, c'est un discours que j'entends pas chez des patients à mon cabinet qui me disent « Ah, je suis content de payer des impôts ». Alors que vous voyez, ça paraît un détail, mais c'est une façon, comme le disait, je crois, Angèle à l'instant, ou Susan, de vouloir être comme nous. Et cette responsabilité, je la situe de ce côté-là. C'est pour moi un deuxième temps. On ne peut pas commencer par là, parce qu'on risque justement d'inscrire au contraire une méfiance qu'on retrouve quelquefois malheureusement dans l'administration des pays qui accueillent ces personnes. Merci beaucoup, Omar. Et j'ai noté plusieurs points aussi. L'importance de recevoir, effectivement, et ce point sur la responsabilité, oui, est extrêmement important. Et effectivement, on a vu dans la crise actuelle, encore une fois, dans le travail qu'on a fait avec des bénévoles réfugiés, cette envie, oui, d'être comme tout le monde, et ce constat, surtout d'être comme tout le monde et de vouloir contribuer. Donc, merci beaucoup pour de partager avec nous en fait votre travail, votre expérience de psychologue. Et j'aimerais aller un petit peu plus loin avec vous, Marie-Caroline. Vous êtes aussi psychologue, mais comme vous nous le disiez tout à l'heure, vous êtes aussi professeur. Et du coup, je voudrais vous demander, pour vous, en fait, actuellement, quelles sont les recommandations que vous feriez pour mieux accompagner les personnes qui sont vulnérables ou les personnes qui ont vécu un choc? Donc, comment mieux les accompagner à prendre un nouveau départ dans leur société d'accueil? Je crois que Omar, Angèle et Suzanne et tout le monde, vous avez tous pointé des dynamiques extrêmement importantes autour de la résilience et autour de finalement des mouvements pour accueillir voilà, des personnes qui, par ailleurs, on le sait, ont subi souvent de très grandes violences et doivent aussi être accueillies pour redynamiser, pour réanimer voilà, toute leur capacité d'acteur. D'abord, la question de créer des environnements sécures, des liens, retrouver une place et retrouver une forme de sécurité affective. On a cité Boris Cyrulnik, moi je citerai aussi Winnicott qui parle beaucoup, ce grand psychanalyste. Voilà, de retrouver un environnement où on peut faire confiance à l'autre et où on vous fait confiance. C'est extrêmement important. C'est aussi important dans une consultation en individuel avec un psychanalyste que, j'ai envie de dire, dans une association quand on travaille ensemble. C'est cette même chose, cette confiance-là. Et puis, il y a le deuxième élément qui est celui qui va passer effectivement par la reconstruction du récit et de la parole, qui est finalement pas seulement la parole informative, c'est la parole qui donne sens ici. C'est pas seulement voilà, le lien d'information, mais c'est plus de choses, c'est donner sens à ce qu'on est en train de faire aussi. Donc ça me semble extrêmement important. Moi, je crois que même en face de personnes qui sont effectivement extrêmement traumatisées, entre guillemets, puisqu'on a employé ce terme beaucoup, c'est-à-dire qui sont hantés par la violence, et malheureusement, la crise sanitaire a pour certains, on ne généralise jamais, mais pour certains a finalement réveillé les fantômes du trauma. Hein. Certains se sentaient en fait très forts parce qu'ils connaissent des situations de couvre-feu, qu'on a vécues, de confinement. Personne parmi, en tout cas, les réfugiés que je connais, les exilés, ne confondait d'ailleurs la crise sanitaire avec la période de guerre, pas du tout. En revanche, certains avaient vécu des périodes d'extrême tension, de couvre-feu, etc., et donc étaient capables voilà, avaient des ressources particulières. Mais d'autres se sont vus en fait coincés finalement avec leur solitude, loin de leur pays, confrontés à des situations mortelles finalement. Et donc là, ça réveillait des choses très difficiles. Et donc, je crois que ce qu'on vient de dire est extrêmement important, c'est-à-dire qu'est-ce qui permet de sortir de l'effroi finalement de la violence et qu'est-ce qui permet de réactiver, de réanimer l'acteur ou l'auteur de sa vie. Je crois que c'est d'abord le lien social et ce lien de confiance avec un tiers, avec autrui, et puis le lien de parole qui lui permet de construire beaucoup de choses. Et en fait, dans tous les programmes qu'on mène
avec les exilés, à nouveau aussi bien dans une consultation que dans des programmes associatifs, universitaires, ceux de la DIER, etc. Je crois qu'on est beaucoup sur ces deux ressources-là, que sont le lien et que sont la parole. Merci beaucoup, Marie-Caroline. Et effectivement, pour compléter sur le côté pratique du travail qui est fait par la DIER et qu'on a fait nous aussi, on a beaucoup travaillé effectivement dans cette période de confinement sur cette question de lien social. Comment on maintient un lien social malgré le confinement? Donc effectivement, extrêmement important. C'est un point qui a été soulevé par les réfugiés qui nous contactaient. Donc, extrêmement important. Merci pour ces réflexions, y compris sur comment les personnes ont vécu cette situation. Le temps passe, nous avons une discussion passionnante. J'aimerais beaucoup commenter et encore vous poser d'autres questions, mais la journée est riche. Donc, je voudrais vous demander un dernier exercice. En fait, suite à cette table ronde et puis votre vision, quels sont en fait vos souhaits immédiats pour l'avenir quant à la résilience? Donc, qu'est-ce qui peut être fait? Qu'est-ce que vous allez faire personnellement? Donc, chacun peut-être juste 2 mots très rapidement. Quels sont vos souhaits en fait pour le futur? Je commence à nouveau par toi, Thomas, si tu veux bien. D'accord, ok. Ben, en fait, pour moi, déjà, ce que je peux dire, c'est pour les périodes difficiles avec le Covid, c'est de mettre de côté les préjugés, parce que c'est ensemble qu'on pourra justement vaincre cette maladie, cette pandémie, qui nous permettra enfin de recommencer une nouvelle vie. Et dans le futur, je pense que, comme on l'a dit, la résilience, c'est de pouvoir passer à autre chose, de renaître. Donc, pour moi, c'est l'intégration, c'est pouvoir s'épanouir et vivre pleinement sa nouvelle vie et en étant solidaire envers les autres. Parce que il faut dire que nous ne formons qu'un et il ne doit pas avoir de différence, quelles que soient les raisons qui nous poussent à aller dans un autre pays. Merci. Merci beaucoup, Thomas. Et toi, Suzanne, quel est ton souhait? Donc moi, je souhaite que l'on puisse en fait dans l'après essayer de transformer en fait toutes ces manifestations en fait de solidarité, d'interconnexion en fait des acteurs, de différents acteurs, tout ça en fait, on en art de vivre ensemble finalement. Et donc de mon côté, je continue, j'espère en fait voilà tout le temps être engagée. Je continuerai au niveau personnel ainsi que professionnel. Je suis plutôt optimiste, comme toujours d'ailleurs, je suis plutôt optimiste, même si je suis consciente que l'après nécessitera encore des mobilisations encore peut-être plus fortes pour vraiment en fait rompre toutes sortes. Enfin, moi je reviens à la question d'isolement et qu'on crée des rapprochements en fait, c'est-à-dire que chacun, enfin la communauté d'accueil ou les réfugiés ou les migrants en fait plus largement, on essaie de se rapprocher l'un vers l'autre et que voilà qu'on vit, enfin on essaie de construire un avenir tous ensemble. Merci, Suzanne. Et pour toi, Angèle? Écoute, moi, ce que je souhaite, c'est lié aux missions de la DIER, hein, c'est de changer les regards. C'est-à-dire que cette crise contribue à changer les regards sur les réfugiés et qui sont comme nous tous. Voilà, on est ensemble. Cette journée, j'espère, permettra d'y contribuer et que le deuxième axe, qu'on continue à progresser collectivement aussi sur faciliter l'accès aux droits et aux soins des réfugiés, que ce ne soit pas un obstacle et que justement pour se reconstruire, prendre soin, on parle de care, c'est tous les aspects, c'est pas seulement justement avoir accès aux soins, ça c'est enfin, quelque part c'est une base, mais c'est l'accès à la culture, qu'on échange, c'est le sport, c'est le lien social et surtout qu'on valorise toutes les belles initiatives qui sont prises partout parce que à partir du moment où les gens se rencontrent, enfin, tout le monde y gagne et c'est une richesse formidable. Merci beaucoup, Angèle. Et vous, Omar? Le micro, s'il vous plaît. Merci. Oui, pardon. Je
j'utiliserai peut-être la situation que nous venons de traverser tous, et quand je dis tous, ce n'est pas tous en France, c'est tous au niveau de la planète. Hein. Cette pandémie a été l'occasion de mettre à l'épreuve notre système sanitaire selon les pays, les systèmes politiques, etc. Mais justement, c'est une journée spéciale. Je pense qu'il y a peut-être 2 mots que j'aimerais laisser pour réflexion aux auditeurs et aux différents partenaires pour qu'on puisse discuter quand on aura l'occasion, par écrit ou lors de ces rencontres qui sont riches. C'est le pacte et le contrat, qui sont 2 mots que j'utilise souvent et qui se supportent justement sur des fils conducteurs qui sont différents, des socles différents. Le pacte se soutient de la confiance, comme je le disais tout à l'heure, alors que le contrat, sa base, c'est la méfiance. Quand on fait un pacte, on fait le pari que l'autre, on s'est fixé un rendez-vous, il sera là, il va venir à 4 heures. Vous n'avez pas eu, pour nous inviter les uns les autres, vous n'avez pas eu à nous faire signer un contrat avec des sanctions si jamais on n'était pas là à l'heure, etc. Ça a été une question de pacte justement et de confiance que j'aimerais pouvoir étendre justement à ses semblables, à ses frères, sœurs, cousins, etc., qui viennent d'autres lieux et qui ne demandent que ça, que d'être pris dans ce maillage, dans un pacte qu'on puisse renouveler de différentes manières, par le travail, par l'art, par les finances, la santé et autres aspects qui nous concernent tous. Voilà, merci. Merci beaucoup, Omar. Et vous avez le mot de la fin, Marie-Caroline. J'espère que je vais en profiter, mais pourtant je vais être extrêmement modeste et plus prosaïque encore que tout ce qui vient d'être dit, et je m'associe complètement voilà, à cette magnifique idée du pacte. Moi, je crois que cette crise, oui, nous a montré qu'on était tous dans le même bateau et que finalement, exclure une partie de la population de ce bateau, c'était faire prendre des risques à absolument tout le monde, que ce soit, par exemple, en n'informant pas une partie, en ne soignant pas une partie, en décidant qu'une partie est invisible et n'existe pas. Je pense aux réfugiés qui ont été souvent encore plus invisibles qu'invisibles pendant cette période. Donc, je crois qu'il y a un risque énorme, collectif, à ne pas être ensemble qui a été compris. Et donc, mon vœu, c'est du bon sens, c'est-à-dire arriver enfin à comprendre que ce débat est extraordinairement politisé et il n'y a pas de sens à vouloir le politiser ainsi. On a absolument intérêt à agir collectivement ensemble, et c'est ce que cette crise nous a permis enfin de comprendre au sens vraiment le plus concret possible. Merci beaucoup, Marie-Caroline, pour ces mots de la fin, extrêmement importants aussi. Merci à tous d'avoir participé à cet échange ce matin. Un très beau panel, des expertises, professions différentes, d'horizons différents. Ce qui est représentatif justement de notre travail et justement de l'importance d'être ensemble et d'essayer de réfléchir ensemble à des solutions pour construire notre avenir ensemble. J'espère que ce n'est que le début, qu'on va continuer à pouvoir échanger sur des projets concrets peut-être aussi. Donc merci encore. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je repasse la main à Geneviève pour la suite de notre programme. Eh ben, merci beaucoup Céline, c'était effectivement passionnant. Et en vous écoutant toutes et tous, je repensais d'abord aux propos de Yacine, le fondateur du réseau des exilés en France, qui participait à la première table ronde et qui nous rappelait combien c'était important que justement les exilés, réfugiés, migrants, etc., eh bien, puissent être partie prenante, soient pris en compte. Et vous l'avez bien rappelé. Et j'ai trouvé également de mon côté que les conseils, l'approche que vous avez eue, que ce soit au niveau intégral, l'aspect psychologique, vraiment de considérer ces personnes comme des personnes dans leur intégralité et du besoin que tous les aspects soient pris en compte, parce que c'est vrai que souvent on a l'impression que en leur donnant un toit, en leur donnant à manger, en leur aidant à trouver un travail,
on va résoudre tout et on ne comprend pas qu'il puisse y avoir encore, je veux dire, de leur côté des mal-être, des problèmes. Et là, vous avez été très clair, hein, on doit prendre en charge le corps, on doit prendre en charge l'esprit, le fonctionnement, et ça, c'est majeur. Et merci pour cette table ronde qui était vraiment très instructive, et je suis persuadée que les aidants, hein, tous les associatifs, toutes les organisations qui sont avec eux auront beaucoup apprécié.